Bonjour à tous, merci d'être là pour ce deuxième atelier du réseau des référents tourisme durable en Occitanie, qui est consacré en fait aux réglementations en matière de transition aujourd'hui. Donc je suis en compagnie de Mathieu Le Scamp de l'INEA qui se présentera tout à l'heure. Tu peux me passer, s'il te plaît, à la slide suivante. Juste un rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi peut-être le premier atelier qui était consacré à comment j'engage ma destination en fait, dans la transition. Un petit rappel de contexte sur ce réseau donc qui vraiment fait suite au programme opérationnel de tourisme durable qui a été élaboré en 2020 et un besoin vraiment des acteurs d'être accompagnés, formés et outillés dans la transition. Donc, vous le savez, il y a un programme régional de formation qui propose donc toute une série de formations sur le tourisme durable avec des formations généralistes et des formations métiers. Donc, cela fait déjà maintenant 3 ans qu'on vous accompagne dans cette montée en compétences et on a aujourd'hui voilà, plus de 200 personnes qui ont été formées là-dessus avec des formations, là on parle plutôt de formations de 2 à 5 jours. On a également tous nos relais territoriaux dans les 13 départements qui ont été également formés et notamment aux outils de la RSE. Avec une formation, d'ailleurs on salue Romane qui est là avec nous, qui a été élaborée par Office de tourisme de Normandie et ADN et l'INEA. Et puis aussi, pour la plupart d'entre vous, vous avez pu bénéficier des appuis conseils de l'ABDA sur la RSE. Donc voilà, ce réseau, en fait, il est composé, vous l'avez vu, d'offices de tourisme, de RT, mais aussi de personnel des ADT. On a aussi des gens des parcs, de l'UNAT, de certaines collectivités, de pays, nos collègues de la région, nos collègues de CCI et puis bien sûr nos partenaires de l'ADEME. Voilà, l'idée c'est vraiment de nous acculturer sur des sujets du quotidien de la transition, de partager les expériences avec des témoignages. Alors aujourd'hui il n'y en a pas parce qu'on est sur un sujet un petit peu plus technique. Et puis vous apporter aussi des informations un petit peu plus poussées au travers du centre de ressources que vous voyez à l'écran, qui est là opérationnel et que je vous invite à aller regarder. Donc toutes les fiches en fait et tous les ateliers seront donc là sont enregistrés et vous pouvez aller les retrouver en fait dans le centre de ressources. Je vous enverrai le compte rendu après. Comme d'habitude, pour pas être trop longue, ce webinaire donc est enregistré. Vous aurez donc la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure, d'en discuter ou converser selon ce que vous voyez à l'écran. Et donc à la fin de l'atelier, voilà, je prendrai vos questions et je les poserai à Mathieu qui nous répondra. Juste si tu peux passer la slide, vous dire donc que là on est sur le deuxième atelier. Le prochain, je vous mettrai tout à l'heure le lien, sera dédié aux mobilités durables avec ma collègue Anaïs Saint-Aubin. L'atelier malheureusement du 15 juin doit être annulé, qui était consacré aux aides en faveur de la transition écologique, qui sera sans doute reporté à une date ultérieure, on vous tient au courant. Mais voilà, il y avait des problèmes d'agenda. Voilà, donc simplement vous rappeler que normalement beaucoup d'entre vous sont inscrits à tous les ateliers, mais on vous renverra les liens. Et sans plus attendre, je passe la parole à Mathieu pour parler des réglementations. Merci Mathieu. Merci Sophie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi d'être parmi vous ce matin à nouveau pour vous faire cette présentation sur la réglementation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Mathieu Le Scamp, je représente ici le cabinet l'INEA Conseil. Et donc, personnellement, je fais du conseil depuis une vingtaine d'années. Et depuis quelques années, notamment depuis 2020, en fait, j'ai vraiment axé mes activités sur tout ce qui est stratégie à impact positif et comment en fait on peut accompagner des entreprises ou des territoires dans leur transition vers le développement durable. Voilà, pour faire simple. Pour ceux qui étaient déjà là au premier webinaire, je vous rassure, c'est pas moi qui vais animer tous les webinaires de l'année. Il y aura d'autres intervenants. Donc, moi, j'anime ces 2 premiers, puis ensuite, le prochain, ce sera en septembre. Hop. Alors, aujourd'hui, c'est un webinaire qui est assez particulier, qui a
un petit peu complexe dans la mesure où on avait des objectifs quand même ambitieux. Et donc, ces objectifs, c'était de vous apporter une connaissance globale des réglementations en lien avec cette transition écologique, de vous faire comprendre aussi les différentes contraintes que peuvent avoir les parties prenantes de votre territoire, en fait, et de vous permettre de savoir où trouver l'information, en fait, pour que vous puissiez approfondir les sujets. Donc, comme la thématique est extrêmement large et touffue, on a pris certains partis pris, en fait, donc je vous présente ici. Le premier, c'est de faire un focus vraiment sur la dimension environnementale, puisque si on devait aborder et approfondir les sujets sur aussi la partie sociale, ça ne tiendrait pas dans un format d'une heure. Donc, focus sur la dimension environnementale, qui est de toute façon quand même au cœur des dernières lois, hein, des lois les plus récentes dont on va parler aujourd'hui. Elles sont quand même très focus sur la dimension environnementale. Évidemment, c'est de ne pas rechercher l'exhaustivité. Et donc, on a fait un tri en se focalisant aussi sur tous les points qui pouvaient être en lien avec le tourisme, en fait. Évidemment, on est sur une série de webinaires sur le tourisme durable. Donc, faire un petit peu un tri. Donc, tout ne sera pas dit et vous verrez que c'est tant mieux parce qu'il y a déjà quand même beaucoup d'informations. Et alors, l'idée, ça a été aussi de faire un focus à la fois sur les réglementations fondamentales qui sont la base, en fait, qui permettent de comprendre le contexte, le cadre de la réglementation française et des dernières évolutions réglementaires, et notamment cette loi climat et résilience, qui est quand même une loi importante, assez globale, assez généraliste, et qui est la première, en fait, depuis l'accord de Paris, depuis la définition de la feuille de route 2030 des objectifs de développement durable, etc. Donc, on va parler de tout ça, mais avec un petit peu les fondamentaux quelque part, et puis les dernières évolutions. Alors, on a proposé en fait un découpage en 3 grandes parties. Une première partie, donc, qu'on a appelé les bases de la réglementation française. Ensuite, un focus sur les incitations et les obligations pour les collectivités. Et puis, une troisième partie pour les entreprises. Et on conclura sur la partie tendance, en fait, parce que l'idée, c'est aussi de vous donner des perspectives, mais je pense qu'au fur et à mesure, vous les percevrez, j'espère, par vous-même. Voilà. Donc, nous allons évoquer un certain nombre de lois, les plus récentes en tout cas, qui sont les plus importantes, il me semble, c'est la loi climat et résilience qui est parue en 2021. Il y a la loi AGEC aussi sur tout ce qui est économie circulaire en 2020, la loi Pacte en fait pour la croissance des entreprises en 2019. La loi Elan en 2018 et le décret tertiaire qui est l'application de la loi Elan en 2019 qui concerne principalement des hôtels. Donc nous allons balayer un petit peu ces différentes lois, mais avec des focus thématiques que je vous ai indiqués précédemment. Alors, pour commencer, les bases de la réglementation française sur cette question de transition vers un développement plus durable. Je vais vous présenter 4 textes qui me semblent importants et fondamentaux. Le premier, c'est la Charte de l'environnement qui date de 2004, qui est intégrée au bloc de constitutionnalité. L'accord de Paris de 2015, qui est effectivement, tout le monde a entendu parler, qui est donc en vigueur depuis 2016 en France. Le Pacte vert pour l'Europe et la feuille de route des ODD 2030 pour la France. Voilà. Donc, en premier lieu, cette charte de l'environnement, qui est effectivement un texte fondamental, puisque donc il a été rédigé en 2004 et intégré en 2005 en fait dans la loi française. Et donc, juste pour rappel, ou peut-être vous ne savez pas, mais il y a ce qu'on appelle en France un bloc de constitutionnalité, qui sont vraiment les textes les plus fondamentaux de la République. Donc, il y en a 4. C'est le texte intégral de la Constitution de 1958. Il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989. Il y a aussi le préambule de la Constitution de 1946 qui posait des principes très importants et fondamentaux, notamment sur l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Donc, il y a ce préambule qui est aussi intégré dans le bloc de constitutionnalité.
Et le dernier texte qui est arrivé donc en 2004, c'est la Charte de l'environnement. Donc, cette Charte de l'environnement, elle fait partie effectivement de la base du droit français. Et donc, cette Charte de l'environnement, elle implique des droits et des devoirs. Donc, en synthèse, le premier droit, c'est pour chacun en fait, de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé. Donc ça, c'est voilà, la base. Et d'accéder aux informations relatives à l'environnement qui sont détenues par les autorités, mais aussi de participer à l'élaboration des décisions publiques autour de l'environnement. Donc ça, ce sont les deux droits fondamentaux qui existent dans cette charte. Ensuite, il y a un certain nombre de devoirs qui s'appliquent à tous également, c'est-à-dire aux citoyens, mais aux entreprises, à toutes les structures, toutes les organisations. Le premier, c'est de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, de prévenir les atteintes qu'elle peut susciter, en fait, et limiter les conséquences, en fait, de ces activités sur l'environnement. Contribuer à la réparation des dommages et, plus particulièrement pour les politiques publiques, faire la promotion du développement durable, mettre en place des procédures d'évaluation des risques, organiser des systèmes d'éducation et de formation à l'environnement, déployer des dispositifs de recherche et d'innovation, et aussi inspirer l'action européenne et internationale sur ces sujets. Donc, vous voyez, on a quand même voilà, ces droits et ces devoirs qui sont imposés à tous et qui fondent finalement le droit, et vous allez voir que de toute façon, tout le reste est décliné à partir de là. Alors, en 2015, on a eu la COP21 qui a eu lieu à Paris, qui a donné lieu à un accord important qu'on appelle l'accord de Paris, qui est un traité international qui est juridiquement contraignant sur les changements climatiques. C'est-à-dire que donc, les signataires, les 196 parties qui ont signé cet accord, qui l'ont adopté, sont contraintes juridiquement en fait, de le mettre en œuvre. Donc en France, il est entré en vigueur en 2016. Et je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est que l'objectif fondamental, c'est une question de température, c'est vraiment sur la question du réchauffement climatique. Et donc, c'est de maintenir la température mondiale au-dessous de 2 degrés et, si possible, la limiter à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Voilà. Donc, ça, c'est un objectif physique qui est un objectif ultime. Et donc, à partir de là, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour atteindre ces résultats-là. Voilà. En complément de ce pacte, de cet accord, il y a le pacte vert pour l'Europe, qui est également une démarche importante. Le pacte vert, en fait, ce sont des initiatives de la Commission européenne qui ont été votées par le Parlement européen en 2020. Et donc, les objectifs, c'est de rendre l'Union européenne climatiquement neutre en 2050. Donc ça, c'est aussi un objectif qui est extrêmement fort, avec une date fixée. Donc 2050, c'est l'horizon. Nous devons être climatiquement neutres en 2050. Donc à partir de là, toute la planification, tous les schémas doivent atteindre cet objectif-là. Pour atteindre cet objectif d'être climatiquement neutre, ça passe par la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être vous avez suivi la fresque du climat, et donc on comprend très facilement que les activités humaines, voilà, elles émettent des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du dérèglement climatique. Donc, les objectifs, c'est en 2030 de réduire entre 40 et 55%. Donc, bon, il y a une petite fourchette un peu large entre 40 et 55. Au fur et à mesure qu'on avance, les textes reprennent plutôt 40% que 55%. Mais en tout cas, on a cet objectif en 2030, avec d'autres jalons parfois en fonction des lois, qui s'étalent entre aujourd'hui et 2050. Et donc, pour ça aussi, donc réduire les émissions, mais aussi créer des puits de carbone complémentaires et donc développer au-delà d'un certain seuil, là, ce qui est fixé à 300 millions de tonnes équivalent CO2 d'ici 2030. Voilà. Alors, ce pacte vert pour l'Europe, il reprend également toutes les grandes thématiques que l'on va aborder aujourd'hui et que vous trouverez en fait en travaillant sur ces sujets. C'est la question de l'énergie propre, la question de l'économie circulaire, la question de la rénovation énergétique, de tout ce qui est la rénovation des économies d'énergie,
tout ce qui va être la pollution atmosphérique, des sols, etc. La préservation des écosystèmes, de la biodiversité, le système alimentaire, en fait, respectueux de l'environnement, et puis la mobilité. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les thématiques, en fait, on va retrouver partout. Et donc, on a, dans ce pacte pour l'Europe, c'est des engagements assez importants. Par parenthèse, qui n'est quand même pas négligeable, c'est que la région Occitanie a mis en place également un pacte vert. Et a priori, de ce qu'on m'a dit, elle est la première région en Europe à avoir décliné ce pacte vert et à s'être engagée d'avoir décliné ce pacte vert au niveau de la région Occitanie. Et c'est vrai qu'on va voir que sur plusieurs niveaux, la région Occitanie est quand même assez à la pointe sur les sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Alors, dernier grand texte ou engagement important, c'est la feuille de route des ODD 2030 pour la France. Donc, vous connaissez tous les objectifs de développement durable de l'ONU, il y en a 17. Donc, ce sont des objectifs très globaux qui sont déclinés en sous-objectifs. Et donc, ils ont, en fait, c'est un plan d'action 2030, il y a un plan d'action 2030 pour l'ONU qui s'appelle « Pour l'humanité, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats ». Et donc, en septembre 2015, cet agenda a été signé par 193 États membres des Nations Unies, quand même, presque tous. Il y a ces 17 objectifs qui sont à décliner, du coup, pour chaque État membre. En France, c'est en 2019 qu'a été présenté le plan. Et donc, ça constitue, voilà ce qu'on nous dit, une nouvelle stratégie nationale de développement durable qui définit les grandes transformations et les accélérations, afin d'accélérer la transition écologique de l'économie de la société. Voilà, donc ça, c'est une feuille de route qui est importante. Il y a 6 grands enjeux. Le premier, c'est lutter contre toutes les discriminations et inégalités. Le deuxième, c'est la sobriété carbone et l'économie des ressources naturelles. Le troisième, c'est tout ce qui est éducation et formation tout au long de la vie pour pouvoir s'adapter à ces problématiques de développement durable. Le dernier, c'est la santé et le bien-être de tous. Et ça passe par l'alimentation et une agriculture saine et durable. Le cinquième, c'est la question de la participation citoyenne pour atteindre les objectifs de développement durable. Et le dernier, c'est œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés. Voilà. Donc, ces 6 grands enjeux, vous les retrouverez sur ce schéma. Évidemment, je ne vais pas tout vous présenter, mais peut-être voilà, un focus sur le numéro 2 qui est transformer les modèles de société, où on voit que voilà, les priorités, c'est la sobriété carbone et l'adaptation au changement climatique, les modèles de production et de consommation économes en ressources naturelles et durables, et la reconquête de la biodiversité. Et donc là, il y a quelques objectifs concrets qui ont été posés par la France à ce sujet. Protection de 32% des aires marines, 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Donc, vous voyez, on est plutôt sur la fourchette basse de l'accord de Paris. Tendre vers la neutralité carbone en 2050, 100% des plastiques recyclés, tendre vers zéro artificialisation nette des sols. Donc, vous aurez l'occasion, si ça vous intéresse, de regarder tout ça. C'est un document en fait, qui est issu de la synthèse de ce plan, de la feuille de route. Vous aurez aussi, comme d'habitude, l'ensemble des références et des sources en fait, sur lesquelles vous pourrez aller trouver ça. Mais vous allez voir qu'effectivement, toutes les lois que l'on va évoquer, elles reprennent finalement ces grands principes, les grands principes que je vous ai présentés dans ces textes fondamentaux. Voilà. Alors, focus sur les collectivités territoriales et en premier lieu sur une partie de gestion et de planification. Donc, les collectivités territoriales, effectivement, pour ceux qui étaient là au webinaire précédent où on a parlé de transformation des territoires, les collectivités, ce sont des partenaires évidemment qui sont fondamentaux. Et quand on veut engager sa destination pour devenir une destination durable, on n'a pas vraiment le choix que de travailler main dans la main avec les différentes strates de collectivités qui ont la gestion et la planification du territoire comme compétence. Donc, c'est effectivement, je vais vous présenter un certain nombre de schémas et de plans qui sont à connaître, en fait, et en tout cas à lire, à prendre en considération lorsqu'on veut travailler sur
la durabilité de son territoire et sur la transformation de son territoire. Donc, il y a une chaîne en fait de plans et de schémas qu'on dit prescriptifs ou intégrateurs, puisque les schémas supérieurs prescrivent aux inférieurs, on va dire, ou en tout cas aux plus petits, et les schémas qui sont au-dessous doivent intégrer automatiquement les plans et schémas supérieurs. Donc, on a en premier lieu, et on va les approfondir chacun, le SRADET qui est le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Donc, c'est quelque chose qui se fait au niveau de la région et qui est obligatoire pour toutes les régions. Les SCOT, ce sont les schémas de cohérence territoriale qui se font à un échelon un petit peu plus petit, plutôt voilà, l'intercommunalité, des bassins d'emploi, des aires urbaines, etc. Les PCAET qui se font aussi à un échelon un petit peu plus petit, et puis les PLU, PLUI, qui sont les plans locaux d'urbanisme communautaire ou intercommunautaire. Donc ça, ce sont les grands schémas qui vont effectivement planifier cette transition, cette transformation écologique. Donc, le premier, le SRADET, donc schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, c'est un document de planification, effectivement, qui va déterminer les grandes priorités régionales à moyen et à long terme. Donc, on est quand même sur un schéma de planification à long terme. On a 11 domaines qui doivent être traités en fait dans ce schéma. Donc, vous les voyez, mais globalement, vous allez retrouver toutes les grandes thématiques du développement durable, les transports, l'énergie, le changement climatique, l'air, la biodiversité, les déchets, etc. Il y a quelques autres thématiques qui sont vraiment très spécifiques à la gestion territoriale. Mais voilà, il y a tous ces domaines qui doivent être traités dans ce schéma régional. En complément, comme je vous le disais, la région Occitanie donc, a mis en place ce pacte vert en Occitanie. Et de façon aussi volontaire, donc je vous en parle, ce n'est pas un document qui est obligatoire que vous retrouverez dans toutes les régions, mais l'Occitanie a mis en place un schéma régional de développement du tourisme et des loisirs en Occitanie. Et ce schéma qui a été renouvelé en 2022 comprend quatre grands axes. Et le premier, en fait, des axes, c'est accompagner la transition écologique, sociale et numérique des entreprises et des territoires touristiques. Donc, l'idée, c'est effectivement de se référer à ce document-là qui existe en région Occitanie pour voir, au niveau du tourisme, quels sont les grands objectifs de développement de l'activité touristique et notamment au regard des problématiques de développement durable. Le schéma suivant, c'est le SCOT. C'est donc le schéma de cohérence territoriale. Donc, c'est un outil, en fait, de planification stratégique, mais plutôt à une échelle intercommunale, plutôt en grand bassin de vie, une aire urbaine, un bassin d'emploi. Donc, ça, voilà, c'est variable, en fait. Et ce document, il doit contenir deux grandes parties, ce qu'on appelle un projet d'aménagement stratégique et un document d'orientation et d'objectifs. Je vais vous dire un petit mot sur le projet d'aménagement stratégique tout à l'heure. Donc là, il porte sur du long terme aussi. L'idée, c'est de se projeter à une échelle de 20 ans environ. Et donc, l'idée, c'est de définir l'organisation de l'espace, l'urbanisme, l'habitat, les mobilités aussi, tout ce qui est aménagement commercial, la partie environnement, biodiversité, énergie, climat. Donc, ce SCOT, c'est vraiment quelque chose qui va aussi faire référence, qui doit être une déclinaison du SRADET, qui va aussi servir par la suite, qui va s'imposer soit au PCAET, comme on va le voir, soit au PLU. Et donc, comme c'est variable, en fait, comme taille de territoire, il peut être piloté par un syndicat mixte, par un PETR, donc un pôle d'équilibre territorial et rural, un pôle métropolitain, un EPCI, mais aussi un parc naturel régional. Voilà. Ça peut être aussi un parc qui va définir son SCOT sur 20 ans. Donc, ce SCOT, il doit contenir, comme je vous disais, un projet d'aménagement stratégique. Et ce projet d'aménagement stratégique, il a pour objectif donc, de se projeter effectivement, projeter en fait la politique du territoire dans l'espace, en fait. Voilà. Donc, avec une question de respect des équilibres locaux, complémentarité entre développement de l'urbanisation, système de mobilité et les espaces aussi à préserver.
Donc, c'est vraiment dans ce projet-là qu'on comprend la stratégie du territoire en lien avec le développement durable. Alors, un autre document qui est vraiment très important et très intéressant, et quand on fait ces accompagnements justement de transformation des territoires ou même d'évaluation de durabilité des territoires, c'est quand il y a un PCAET, c'est vraiment très, très facilitant. Le PCAET, il est obligatoire, mais uniquement pour certaines tailles en fait, de PCI. C'est pour les structures qui ont plus de 20 000 habitants. Voilà. Donc, ça reste quand même un seuil assez bas. Mais donc, les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent mettre en place un PCAET, plan climat, air, énergie territorial. Et donc, ce plan, il définit les objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer le changement climatique, le combattre et s'y adapter, et le programme d'action à réaliser. Donc là, c'est très clair, on est vraiment sur la question du changement climatique. Voilà comment on s'adapte au changement climatique à l'échelle de notre PCI. Il y a pour les EPCI de plus de 100 000 habitants des obligations complémentaires, notamment un plan à mettre en place pour tout ce qui est réduction des émissions de polluants atmosphériques et par rapport à la qualité de l'air. Voilà. Et puis pour terminer, par rapport à ces schémas, le plan local d'urbanisme, qui n'est pas obligatoire en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il est très répandu, mais il n'est pas obligatoire. S'il n'y en a pas, on peut utiliser. Enfin, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. En revanche, s'il n'y a pas de PLU, il y a des restrictions dans le développement urbanistique. Donc ça, effectivement, c'est un document qu'on connaît davantage, qui permet de clarifier et de mettre en cohérence les règles d'urbanisme. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que ce document, il doit déterminer aussi les conditions d'un aménagement respectueux des principes du développement durable. C'est ce que nous dit la réglementation. Et donc, parmi les règles, le nouveau règlement du PLU, il y a 3 grands axes en fait. Et le second, c'est effectivement pour tout ce qui est caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères, comment prendre en compte l'environnement pour traiter ces sujets-là. Voilà. Donc voilà les 4 grands schémas qui vont définir un petit peu les réglementations locales et en fonction des projets, des décisions qui sont prises par les collectivités. Voilà. Donc, toujours pour les collectivités, je vous propose de faire un focus sur la loi climat et résilience et sur les principales implications de cette loi donc, qui date de 2021 pour les collectivités et leurs compétences. Donc effectivement, c'est une loi, donc, on dit climat et résilience, mais elle s'appelle loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Donc c'est une loi qui est basée sur la Convention citoyenne pour le climat. Donc, ça fait évidemment beaucoup de bruit dans les médias. Il y a eu 149 propositions qui sont sorties de cette convention citoyenne. 146 ont été conservées par la présidence de la République et ont été soumises au débat parlementaire. Et il y en a effectivement beaucoup moins qui ont été finalement retenues par le débat parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais en tout cas, c'est issu de cette convention citoyenne dont on a entendu beaucoup parler. Il y a 5 grandes thématiques dans cette loi: consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir. Elle est structurée comme cela. Et donc, on a systématiquement des implications pour les collectivités, pour les entreprises, parfois pour les citoyens. Et cette loi, elle renforce aussi les sanctions en cas d'atteinte à l'environnement, et notamment elle crée le délit d'écocide. Alors, je vais essayer de faire vite. Il y a beaucoup d'informations en fait par rapport à cette loi, donc c'est peut-être un peu rébarbatif, je m'en excuse par avance, mais l'idée c'est que vous aurez ce document qui sera peut-être un document de référence que vous pourrez retrouver pour aller creuser certains sujets. Il y a une première thématique qui me semble intéressante, c'est la thématique des achats publics. Ces achats publics, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est une réglementation nouvelle qui est issue de la loi climat et résilience, mais qui n'est pas encore en vigueur, sera en vigueur à partir de 2026. Cette loi, elle prévoit effectivement pour plusieurs thématiques un étalement de la mise en œuvre, en fait.
Donc, il y a un décret qui doit paraître avec une application prévue à partir de 2026. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les acheteurs publics auront l'obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable dans les spécifications techniques donc, de leur cahier des charges. Donc ça, c'est une première chose. Il y aura aussi l'obligation d'un critère environnemental dans la sélection. C'est-à-dire que comme le développement durable, vous savez, ça comprend aussi une partie évidemment économique, sociale et environnementale. Là, ce qui est précisé, c'est que c'est au moins un critère environnemental et pas uniquement des critères socio-économiques, évidemment. Il y a aussi une dimension environnementale à prendre en considération dans les conditions d'exécution du marché. Et il est possible aussi d'exclure dans certaines conditions les opérateurs pour ceux qui sont soumis, c'est-à-dire comme les grandes entreprises qui sont soumises à ce qu'on appelle un plan de vigilance. Si jamais elles n'ont pas établi leur plan de vigilance, elles peuvent être exclues du marché. Et puis, il y a aussi un renforcement du contenu de ce qu'on appelle le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, ce qu'on appelle les SPASER. Et je vais vous faire un petit focus là-dessus, puisque ça, ce sont des choses qui existent déjà. Mais donc, les SPASER, ce sont des schémas d'achat qui sont obligatoires pour les collectivités dont les dépenses annuelles dépassent 50 millions d'euros. Donc, jusqu'à 2022, le seuil était fixé à 100 millions d'euros. Et en 2022, ce seuil a été abaissé à 50 millions d'euros. Je le fais remarquer parce que vous allez voir que c'est une tendance qui est récurrente d'élargissement des périmètres et donc d'avoir des seuils qui se resserrent au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, pour les collectivités de plus de 50 millions d'euros d'achat, elles ont l'obligation de mettre en place ce schéma. Donc, aujourd'hui, il y a 320 collectivités qui sont concernées. La majorité des régions métropolitaines, beaucoup de départements, 70 établissements publics de coopération intercommunale et puis une dizaine de communes. Voilà. Donc, voilà, ça ne concerne pas encore, évidemment, la majorité des collectivités, mais au fur et à mesure, ça risque de se rétrécir. Et donc, ça, c'est un schéma, effectivement, qui doit définir comment les achats prennent en considération le développement durable. Sur la thématique mobilité, voirie, parc et véhicules, plusieurs choses. D'abord, l'État réaffirme son objectif d'accompagner les collectivités dans la création d'infrastructures cyclables. Ça, c'est dans la loi. Il y a une partie qui parle de l'amélioration de l'intermodalité. Donc ça va être le développement de parkings relais au niveau des gares ou des entrées de ville, la mise en place de stationnements sécurisés pour les cyclistes. Ça va être aussi le fait de pouvoir réserver des emplacements de stationnement pour les personnes qui vont prendre des transports publics. Il y a aussi un fort encouragement à uniformiser les titres de transport par les régions pour qu'ils puissent servir dans tous les types de transports. Et puis, il y a aussi ce que vous avez entendu parler, parce que ça nous concerne ici à Montpellier et à Toulouse, c'est la mise en place des ZFE, les zones donc à faible émission mobilité. Donc aujourd'hui, ça concerne les 10 principales métropoles avec des restrictions de circulation, comme vous le savez, à partir dès 2023, critères 5 sont interdits. Alors après, il y a des réaménagements, on entend dans certaines villes au fur et à mesure, mais en tout cas, il y a cette planification qui est censée imposer effectivement cette interdiction des véhicules en fonction de leurs émissions. Et alors, ce qui est important aussi de savoir, comme pour tout à l'heure, c'est qu'il y a un élargissement du périmètre et que ça va être pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant fin 2024, donc début 2025. Donc, il y aura 33 nouvelles zones qui vont être soumises à ces obligations-là. Donc, on démarre par les plus importants et puis on élargit au fur et à mesure. Toujours pour la partie mobilité, il y a un aménagement aussi des conditions qui permettent d'installer des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques dans cette loi. Il y a une obligation de verdissement des flottes des véhicules qui existe aussi, on en parlera tout à l'heure pour les entreprises, mais pour les collectivités, c'est à partir de 20 véhicules, donc ça reste quand même un niveau assez
faibles, de flottes, à partir de petites flottes, il faudra que 70% de véhicules soient à faible émission à partir de 2030. Et on a déjà des jalons en 2024-2029. Alors, quelque chose aussi évidemment qui est très important et qui concerne directement le tourisme, c'est la limitation des émissions qui sont liées au transport aérien. Et l'idée, c'est de favoriser l'intermodalité aussi entre le train et l'avion. Donc, les objectifs en fait, que s'est fixé la France, c'est d'augmenter la part modale du transport ferroviaire de 17% en 2030 et de 42% en 2050. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir. L'interdiction des vols intérieurs lorsqu'il existe un trajet en train de moins de 2h30. Ça, voilà, c'est acté. L'interdiction de nouveaux aéroports ou d'extension d'aéroports. Et puis, voilà, pour cette partie-là. Donc, pas mal de choses qui concernent la mobilité. Ensuite, sur la partie plutôt risque, pollution, déchets et eau, il y a déjà, des choses qui concernent les structures, les territoires du littoral, avec une partie qui concerne la gestion du recul du trait de côte, effectivement, qui est un problème important. Il faut maintenant identifier les communes qui sont impactées. Voilà. Donc, les communes impactées seront identifiées et listées par décret tous les 9 ans. Et ces communes qui sont impactées, elles vont avoir l'obligation en fait, de définir une carte locale d'exposition avec des projections à 30 ans et à 100 ans. Voilà. Donc, comment ce trait de côte va évoluer dans 30 ans et dans 100 ans. Il va falloir prendre en compte dans les SRADET et les SCOT cette question du trait de côte. Et il va falloir adapter les règles d'urbanisme, de droit. Il y a des droits de prévention spécifiques qui ont été mis en place, et puis des informations spécifiques aussi dans le cadre des cessions, des donations, etc. Donc, des transactions qui auront lieu dans ces zones-là. Donc, toute une gestion particulière du trait de côte. Et pour les zones de montagne aussi, une particularité, il y a les comités de massif qui ont l'obligation d'établir des plans stratégiques d'adaptation au changement climatique et de diversification des activités économiques et touristiques. Parce que vous le savez, la plupart des stations de montagne, en tout cas dans les Pyrénées, sont concernées par cette problématique de changement climatique. Alors, si on fait un petit focus sur l'eau, les points en fait, qui ont été apportés par cette loi climat et résilience, c'est déjà une déclaration un peu symbolique, mais en gros, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins sont déclarés éléments essentiels du patrimoine commun de la nation. Donc, avec effectivement une idée de protection très particulière autour de ça. Et donc, on a aussi inclus dans ces éléments essentiels du patrimoine la qualité de l'eau. Voilà. Alors, il y a une obligation pour les communes ou les EPCI compétents d'établir un diagnostic et un programme d'action qui tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est à inclure dans le schéma de distribution d'eau potable. Donc, une planification particulière, un diagnostic et une planification de la gestion des ressources en eau. Voilà. Alors, pour mémoire, en fait, il y a 5 compétences dans eau qui sont données aux élus locaux. Ces 5 compétences, ce sont les suivantes: la distribution de l'eau potable, l'assainissement des eaux usées, la gestion des eaux pluviales urbaines, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qu'on appelle GEMAPI, et la défense extérieure contre l'incendie. Voilà. Donc, ces 5 compétences, elles sont un petit peu aujourd'hui distribuées, souvent au niveau de différentes strates administratives. Il y a une tendance, en fait, c'est que les réformes visent à harmoniser le pilotage local de l'eau et ces compétences sont progressivement confiées aux intercommunalités. Voilà. Et vous en avez peut-être entendu parler, mais très récemment, là, il y a 2 semaines, il y a un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau qui a été publié avec 53 mesures pour l'eau. Voilà, qui a été fixé au niveau national. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez aller consulter ce document. Sur la partie des déchets et de l'économie circulaire, donc en fait, la loi crée un observatoire du réemploi et de la réutilisation qui a été confié à l'ADEME. Et donc,
il y a un certain nombre de sujets qui vont être traités, voilà, comment réemployer, réutiliser, avec des notions de consignes, en fait, hein, pour le verre notamment. Voilà. Mais il y a aussi une partie spécifique emballage de la restauration et des autres professionnels qui est inclus dans cet observatoire. Donc, l'ADEME a une feuille de route, en fait, pour déployer cet observatoire que vous pourrez trouver sur leur site si ça vous intéresse. Il y a aussi une extension des compétences des agents des EPCI ou des réserves naturelles pour lutter contre les dépôts sauvages. Donc, ils vont pouvoir plus facilement constater et rechercher des infractions, puisqu'on a pu constater dans certains endroits des hausses de dépôts sauvages, et notamment lorsque les collectivités mettaient en place des systèmes de collecte de déchets avec des paiements en fait, complémentaires en fonction du volume utilisé par les personnes. Les dépôts sauvages ont augmenté. Alors, sur la thématique biodiversité et urbanisme, il y a effectivement quelque chose qui est très important dans cette loi, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. L'objectif, c'est de diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols en 10 ans. Donc ça, vous imaginez, c'est quand même quelque chose, une conséquence très, très importante par rapport au développement urbain. L'objectif global, comme on l'a dit en introduction, c'est zéro artificialisation nette en 2050. Donc ça, c'est la feuille de route des ODD. Mais c'est en gros, zéro artificialisation nette 2050, c'est quand même un challenge. Donc, principe général d'interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales aussi, qui entraînerait une artificialisation des sols, avec des dérogations possibles si elles font moins de 10 000 m². Mais d'une manière générale, voilà, pas de création de nouvelles surfaces commerciales importantes. Il y a aussi quelques règles spécifiques qui permettent d'encourager la réhabilitation des friches en ville. Et puis, tout ce qui est nature en ville, en fait, il y a la possibilité de déroger à quelques règles en fait, d'urbanisme, même si elles sont inscrites dans le PLU, pour pouvoir végétaliser des façades ou des toitures. Ça, c'est ce que permet aussi la loi. Et pour les collectivités, à partir de 2027, plus de possibilités d'utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces collectifs. Voilà, et puis aussi, les collectivités en fait, doivent communiquer des informations brutes de biodiversité sur une plateforme qui s'appelle Dépôt Bio. Donc, dès qu'il y a en fait des études qui sont faites, des études d'impact, quel que soit le motif, les résultats en fait, de ces études sur la biodiversité sont communiqués au niveau national en fait, et collectés par l'État grâce à cette plateforme Dépôt Bio. Et puis, une dernière chose qui concerne vraiment les collectivités aussi, c'est qu'à partir de 1er janvier 2030, à partir du 1er janvier 2030, elles auront l'obligation de recourir à des matériaux biosourcés au bas carbone dans au moins 25% de leur rénovation ou de leur construction. Voilà pour la partie collectivité. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses et encore, j'ai trié quand même ce qui, je pensais, pouvoir vous intéresser au niveau du tourisme. Donc, je vais passer à la partie entreprise. Et je vais essayer de tenir le timing. Donc, les entreprises, pareil, un petit peu de réglementation générale en lien avec la RSE. Et donc, pour commencer, je voulais vous parler de la loi Pacte, dont vous avez certainement déjà entendu parler. C'est la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Voilà, dite loi Pacte. Donc, ce qui est vraiment important et fondamental dans cette loi, c'est qu'elle a modifié certains articles du Code civil. C'est dans le Code civil, en fait, que l'on définit ce que sont les sociétés, en fait. Et en fait, le Code civil a été modifié, l'article 1833 a été modifié de cette façon-là. Donc, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Et a été rajouté: la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça, c'est assez important, on va dire, comme modification. Vous me direz, c'est déjà dans la charte en fait, de l'environnement qui est dans le bloc de constitutionnalité. Donc, tout le monde est censé
faire ça. Mais là, ça a été vraiment renforcé, en fait, avec une obligation, en tout cas de moyens pour les entreprises, de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité. Cette loi, elle a aussi créé une nouvelle qualité, ce qu'on appelle une qualité d'entreprise à mission, qui par contre est une démarche volontaire pour les entreprises. Mais on voit que c'est quelque chose qui se déploie. C'est pour les entreprises qui en fait considèrent qu'elles ont un impact positif sur la société, ou en tout cas qui veulent avoir un impact positif sur la société. Et donc, pour devenir entreprise à mission, il faut déjà commencer par définir une raison d'être que l'on inscrit dans les statuts. Donc, la raison d'être, c'est le pourquoi la structure existe, en fait, quelle est sa raison d'exister et en quoi, justement, cette raison d'exister, elle a un impact positif sur la société. Au-delà de cette raison d'être inscrite dans les statuts, l'entreprise doit définir des objectifs sociaux et ou environnementaux. Souvent, il y a les deux. Donc, il peut y avoir un seul objectif, hein, mais en tout cas, l'idée, c'est de les inscrire dans les statuts. Et à partir de là, on fait une déclaration au greffe du tribunal de commerce et on obtient la qualité d'entreprise à mission. Il faut aussi mettre en place un comité de mission qui est un comité défini par l'entreprise avec des personnes qui lui paraissent adéquates pour suivre justement la mise en œuvre de cette mission, mais qui est aussi contrôlé par un organisme tiers indépendant qui, effectivement, à un rythme régulier, va auditer la mise en œuvre de la mission et va confirmer ou pas la qualité d'entreprise à mission qui est déclarative initialement. Voilà. Donc ça, c'est une loi qui est importante en termes de RSE, puisque à la fois, elle fixe une obligation pour toutes les entreprises et elle permet et elle encourage des démarches volontaires pour que les entreprises qui peuvent avoir des objets sociaux à impact positif le valorisent et le structurent. Voilà. Alors ensuite, notre obligation en fait pour certaines entreprises, c'est ce qu'on appelle des déclarations de performance extra-financière. Donc ça concerne aujourd'hui les très grandes entreprises en fait, mais vous allez voir que, comme dans notre cas, les taux se resserrent un petit peu au fur et à mesure, on va dire, et que je ne sais pas si un jour ça concernera vraiment les TPE, les PME, mais aujourd'hui ça commence à concerner les PME au sens européen du terme. Donc, ces déclarations de performance extra-financière, c'est un complément de la performance financière qui est déclarée chaque année à travers les bilans, comptes de résultats, etc. Il y a une obligation pour certaines entreprises de déclarer leurs implications sociales, sociétales, environnementales. Donc, c'est une publication qui doit se faire annuellement, effectivement, sous forme d'indicateurs clés. Ils doivent en fait indiquer les principaux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance de la structure. Et donc, ça concerne, je vous le disais, les entreprises qui sont cotées en bourse aujourd'hui, qui ont plus de 20 millions d'euros de total bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 500 salariés. Mais ça concerne aussi les structures non cotées, donc voilà, les PME plus classiques, à partir du moment où elles ont aussi plus de 500 salariés, mais où elles ont 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, jusqu'à présent, ça reste quand même pour des structures assez importantes. Mais on voit déjà qu'à partir de janvier 2024, c'est un système qui évolue. Et ce système de DPEF, donc de déclaration de performance extra-financière, il se transforme et c'est un système qu'on appelle maintenant CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Et le seuil est quand même assez considérablement abaissé. C'est-à-dire que pour les sociétés cotées, il n'y a plus de seuil. Toutes les sociétés, à partir du moment où elles sont cotées en bourse, vont devoir faire ce reporting. Et on voit que pour les PME, on passe à 250 salariés et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça baisse considérablement. C'est cumulatif, 250 salariés et 40 millions ou 20 millions d'euros de bilan. Mais ça ne concernera personne qui a moins de 250 salariés. Et ce qui est intéressant avec cette CSRD, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il y a une standardisation des obligations de reporting et donc des indicateurs. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ces systèmes de mesure autour de la RSE, c'est un nouveau jalon qui est vraiment posé au niveau européen et qui va permettre d'harmoniser en fait tout ça. Voilà.
Alors, un autre point généraliste qui est à la frontière entre le social, mais je voulais vous en parler parce que ça me semble intéressant en termes de gouvernance et de pilotage d'entreprise, c'est qu'il y a une évolution du dialogue social dans la loi climat et résilience. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a maintenant une obligation pour le comité social et économique de prendre en considération les impératifs écologiques dans ces décisions. Enfin, pardon. Doit s'assurer que l'employeur prend en compte les impératifs écologiques dans ses décisions. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça signifie aussi que, du coup, le CSE doit être informé sur les conséquences environnementales des mesures qui sont prises par l'entreprise. Donc là, on est sur 50 salariés, donc on n'est pas sur des obligations de publication vers l'extérieur de sa performance, etc. Mais les employeurs ont l'obligation de communiquer en interne auprès de leurs salariés, de leurs représentants, les informations qui concernent les conséquences environnementales des activités. Donc là, ça impose quand même de structurer un certain nombre de choses. Et notamment, ça impose de structurer une évolution de la BDES. Donc la BDES, c'est une base de données économiques et sociales qui est une base de données qui concerne aussi les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent mettre à disposition un certain nombre d'informations pour leurs salariés et pour leurs représentants. Cette base de données économiques et sociales, elle est maintenant élargie et elle s'appelle la base de données économique, sociale et environnementale. Et donc, il y aura, avec une périodicité régulière, des indicateurs et des informations à communiquer auprès de ces salariés. Donc, ça impose quand même à une petite échelle dans les entreprises à structurer des indicateurs et mesurer les conséquences de leurs activités. Si jamais il y a un délégué syndical dans l'entreprise, il faut aussi, dans les négociations annuelles obligatoires, intégrer du coup maintenant un sujet sur la mobilité domicile-travail. Voilà. Pour les entreprises de plus de 300 salariés qui sont soumises à un accord de GPEC, donc de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cet accord doit aussi maintenant prendre en compte les enjeux de la transition écologique et comment ces enjeux de transition vont impacter les compétences et les emplois dans les années à venir. Alors, quelques autres éléments transversaux. Il y a comme je vous disais tout à l'heure, pour les collectivités, ça s'applique aussi aux entreprises, cette question de verdissement des flottes, avec le même objectif 70% en 2030, sauf que là, le seuil est un petit peu supérieur, c'est pour les flottes de plus de 100 véhicules. Donc, ça commence à être un petit peu important. Il y a aussi une extension d'obligation d'intégrer des panneaux photovoltaïques ou des toits végétalisés dès qu'on a des constructions, extensions, rénovations importantes. Et on parle de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. Si on est sur des usages commerciaux, industriels, artisanaux, donc tout ce qui est hôtel, restaurant, etc. Donc ça peut concerner ces structures-là, évidemment. Ou 1000 mètres carrés si on est sur des usages de bureaux ou de parking. Il y a aussi tout un volet sur l'encadrement de la publicité. Donc ça, je vous en parle parce que ça peut aussi concerner certains professionnels. C'est déjà voilà, une interdiction d'utiliser. On voit de plus en plus, en fait, effectivement, dans les médias, l'utilisation de neutre en carbone ou de se dire que neutre climatiquement, etc. On ne peut plus utiliser cette terminologie-là, si jamais on ne met pas à disposition du public des éléments qui prouvent, en fait, ces allégations. Donc, ça va passer par des bilans de gaz à effet de serre, des démarches spécifiques, des objectifs qui étaient fixés, qui ont été atteints, etc., etc. Donc, il y a une restriction par rapport à ça. L'interdiction complète de publicité pour les énergies fossiles. Il y a aussi une inscription obligatoire de l'impact climatique sur les publicités avec une application immédiate sur certains secteurs, notamment l'automobile et l'électroménager. Voilà. Et donc, ça implique que ça va s'étendre à d'autres secteurs d'activité. Une expérimentation du oui pub, ça c'est un peu anecdotique, mais plutôt que d'avoir pas de pub, c'est le contraire. C'est-à-dire par défaut, je ne veux pas de pub et si je veux de la pub, je l'inscris sur ma boîte aux lettres. Et aussi une interdiction de publicité diffusée au moyen de banderoles tractées par aéronefs. C'est anecdotique peut-être, mais l'été dernier, il y en avait encore sur les plages de la Grande Motte et de Palavas, en tout cas, qui passaient en avion. Voilà. Quelques informations complémentaires toujours sur les entreprises, en fait, qui vont impacter plus spécifiquement le secteur du tourisme. Donc, d'abord, la loi AGEC. Donc là, on n'est plus sur la loi climat et résilience, mais la loi climat et résilience, c'est venu renforcer sur certains aspects la loi AGEC. Donc, tout ce qui est économie circulaire.
Donc, l'idée de cette loi, c'est de passer d'une économie linéaire, je produis, je consomme, je jette, à une économie circulaire. Et donc, l'idée, c'est de favoriser le recyclage et de sortir du plastique à usage unique en fixant des actions concrètes. On est vraiment là, la loi AGEC à la base, c'est vraiment ça. Et donc, il y a plusieurs obligations qui concernent HCR, donc hôtel, café, restaurant. L'interdiction de plusieurs produits en plastique à usage unique, des emballages, des couverts, tout ça, bon, ça, je pense que vous savez, c'est intégré maintenant. Mais il y a aussi, plus récemment, et on l'a vu, là, le fin de la vaisselle jetable dans les restaurants, que ce soit emporté ou pas, y compris sur la consommation sur place. C'est pour ça qu'on a maintenant McDo qui fait des pubs sur sa belle vaisselle. Voilà. À partir de 2025 aussi, donc, il y a l'interdiction d'utiliser des emballages polystyrène, comme on peut utiliser pour des sandwichs aussi, tout ça, qui ne soient pas recyclables. Alors, tout ce qui est réduction de la consommation d'énergie aussi pour les HCR, c'est la loi Elan. En fait, cette loi Elan, elle connaît, donc c'est évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Elle a connu un décret, en fait, un décret d'application qu'on appelle le décret tertiaire et qui en fait, impose la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments à usage tertiaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très contraignant pour ces activités-là. Et le rythme, c'est 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050. Donc on est vraiment sur une réduction drastique de la consommation d'énergie. Ça concerne tous les secteurs, en fait, de l'hôtellerie, la restauration, les résidences de tourisme et de loisirs. Donc le périmètre est vraiment large dans le secteur du tourisme. Et donc, pour atteindre ces objectifs, il y a pas mal d'actions à mener, installer des équipements performants et des dispositifs qui vont contrôler, changer les modalités d'exploitation, changer le comportement des exploitants et des clients, mettre en place des systèmes d'autoconsommation énergétique, etc. Donc, il y a une série d'actions à mener. Donc là, vraiment, c'est une contrainte forte qui pèse sur la question de l'énergie. Sur la partie énergie et bâtiment, donc ça, on en a aussi beaucoup entendu parler. Il y a la qualification d'indécents de logements en fait, qui sont les plus énergivores, donc, y compris pour les locations saisonnières. Donc ça peut potentiellement faire baisser le niveau de l'offre, en tout cas des locations saisonnières sur le marché, puisque donc en 2025, c'est les logements classés G qui seront interdits à la location. En 2028, c'est la classe F. En 2034, c'est la classe E. Donc, c'est un petit peu loin en 2034, mais voilà, 2025, la classe G, les logements qui n'auront pas, classés G, qui n'auront pas fait les travaux de rénovation énergétique permettant d'améliorer leur performance ne pourront plus être mis à la location. Il y a aussi l'interdiction des terrasses chauffées, donc ça c'est depuis l'année dernière. Et ce qui arrive là en juillet 2023, c'est l'obligation d'installer du photovoltaïque et des toits végétalisés lors de la construction, l'extension et la rénovation lourde de tous les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal. Voilà. Et puis, dernier petit point, c'est la question de l'affichage environnemental, qui est quand même une dimension intéressante. Donc, aujourd'hui, alors, c'est quelque chose qui a pour objectif d'informer les consommateurs. Aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu intermédiaire où il n'y a pas beaucoup d'obligations autour de ça. On est plutôt dans des démarches volontaires, mais il y a certains secteurs où on sait déjà que ça va être rapidement obligatoire. Et l'idée, c'est quand même qu'il y ait un déploiement de tout ça. Donc, c'est une démarche qui est pilotée par l'ADEME. Il y a plusieurs thématiques en fait, à prendre en considération dans cet affichage. C'est les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir sur les produits un affichage, comme vous voyez là en haut à droite, comme on a maintenant sur les Nutri-Score et tout ça, on commence à être habitué à ce type d'affichage pour des produits, mais aussi des services. Et il y a une expérimentation importante qui est portée notamment en Occitanie. C'est celle qui est déployée dans les hôtels. Donc, dans les hôtels, il y a toute une méthodologie, un travail énorme, vous pouvez retrouver sur le site de l'ADEME, où on voit vraiment, enfin, tout est très détaillé, tout est rendu public en fait, sur comment sont calculés et évalués ce scoring en fait, pour pouvoir évaluer l'impact effectivement environnemental d'une nuit d'hôtel avec un petit déjeuner. Donc, c'est une démarche qui est assez intéressante. Donc, c'est déployé aujourd'hui dans les hôtels de façon volontaire.
Mais ce qui est pressenti dans la loi, c'est que ça va devenir obligatoire dans les années à venir. Voilà pour cette question de l'affichage environnemental. Et pour les entreprises… Oui, pardon, juste rappeler qu'effectivement, le CRTL a une convention avec l'ADEME pour engager une quarantaine d'hôtels en milieu urbain dans cette démarche d'étiquette environnementale. Donc voilà, si vous avez des hôtels qui sont intéressés, sachant que vraiment, voilà, ça répond, on vient de le dire, hein, aux enjeux du décret tertiaire, mais ça vraiment, en cette période-là où tout augmente, les coûts d'énergie, etc., c'est vraiment une super méthodologie et avec une aide aujourd'hui qui est de 70% du coût prise en charge par l'ADEME. Donc voilà, si vous avez des hôtels intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci. Merci Sophie pour la précision. Donc effectivement, en conclusion, les tendances que je peux vous surligner, mais je pense que, enfin, j'espère que vous les avez vues au fil de la présentation, c'est que déjà il y a un renforcement quand même très considérable de la réglementation. Donc on est en train de passer la RSE jusqu'à présent, on était vraiment au développement durable sur des démarches très volontaires. On voit vraiment qu'il y a une bascule qui est en train de se mettre en place au vu de l'urgence, avec un renforcement très considérable de la réglementation. Tous les secteurs sont concernés. Là, on a fait un focus sur le tourisme, mais effectivement, quand même, vous avez vu, ça concerne vraiment tout le monde et tous les secteurs d'activité. Et ce que l'on voit aussi, c'est que cette réglementation qui s'impose, elle a une tendance très forte à l'élargissement des périmètres. Voilà. Donc, de plus en plus de structures sont concernées par les contraintes. On commence par les grandes structures, les structures qui achètent le plus, les structures qui ont le plus de chiffre d'affaires, le plus de salariés, etc. Mais on voit qu'effectivement, au fur et à mesure, ou les collectivités qui ont le plus d'habitants, mais on voit que ça se réduit considérablement et parfois, les seuils sont divisés par deux, comme vous le voyez, d'une loi à l'autre. Donc, on peut imaginer que ce sont des choses qui vont continuer en fait à s'élargir et que, ben, voilà, pour s'y préparer, il vaut mieux être dans des démarches volontaires et prendre en considération tous ces éléments-là. Par ailleurs, il y a beaucoup de réglementations, mais il y a encore aussi une part très importante de démarches qui sont volontaires, de labellisation, de certification, les classements aussi, hein, qui concernent les hôtels, les offices de tourisme, etc. Et on voit aussi qu'il y a effectivement, y compris dans les classements plus généralistes, des éléments en lien avec le développement durable qui sont intégrés. Mais aujourd'hui, on arrive encore à se différencier peut-être par des modèles économiques à impact positif, intégrer en fait une démarche aussi de marché, marketing, on va dire, par rapport à ça. Mais de plus en plus, ça devient contraignant et obligatoire pour tout le monde. Donc, les éléments de différenciation seront certainement de plus en plus difficiles à obtenir. Voilà pour les quelques tendances. Et ce que je voulais vous indiquer aussi en complément de ce webinaire, il y a d'autres webinaires prévus à la fois dans les ateliers tourisme durable et il y a des ateliers aussi performance en fait qui existent. Donc, au niveau des ateliers tourisme durable, il y en a un qui sera sur la mobilité durable, comme l'a évoqué Sophie en introduction, mais il y en a aussi un sur la qualité de vie au travail. Donc là, on est plutôt sur le volet social qui sera au mois de juillet, qui donc pourra être un complément intéressant. Et dans les ateliers performance, il y a un webinaire sur l'accessibilité des établissements touristiques, donc tout ce qui est obligations et solutions, les enjeux énergétiques aussi pour les hébergeurs, et l'affichage environnemental pour les hébergeurs, justement, en focus particulier avec un webinaire qui sera dédié sur ce sujet. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que ce n'était pas beaucoup trop d'informations et rébarbatif pour vous. Et donc, si vous avez des questions auxquelles je suis incapacité de répondre, je veux bien essayer. On en a effectivement. Merci Mathieu, en tout cas c'était très riche et vraiment très intéressant. On a des questions donc, que je vais essayer d'énumérer. Alors Michael nous a posé plusieurs questions, Côte du Midi. Alors je crois qu'il parlait, pardon, si on remonte de l'objectif loi climat et résilience, hein, de réduction des gaz à effet de serre. Il demandait si cet objectif intègre l'impact global de la consommation française en matière de production ou uniquement ce qui est produit sur le territoire national.
Donc, est-ce qu'on réfléchit à une échelle voilà, nationale ou est-ce que c'est plus large que ça? En fait, ce sont les émissions en fait, qui sont calculées dans le cadre des bilans carbone. En fait. Donc, normalement, les bilans carbone, ils intègrent la globalité du cycle de vie du produit, donc du produit ou des services. Donc, normalement, on est censé avoir effectivement une vision globale. D'accord. Merci. Marilène nous demande si, en ce qui concerne les recherches pour véhicules mises en place par les collectivités, est-ce qu'elles doivent être obligatoirement gratuites? Là, on se place du côté des collectivités. Il me semble que non, mais Non, je ne vois pas pourquoi elles sont rarement gratuites, hein, d'ailleurs. on peut peut-être aller creuser pour ne pas dire de bêtises, mais a priori, c'est la réponse est non. Non, non, je ne vois pas pourquoi ce serait obligatoirement gratuite. Candy de la CCI nous demande si, par rapport au décret tertiaire, elle demande si on peut confirmer que ça ne concerne que les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Le décret tertiaire, Ouais, alors, c'est 1000 mètres carrés d'emprise au sol, hein, c'est ce qu'on dit. alors, en fait, ça dépend. En fait, c'est pour les bureaux, 1000 mètres carrés et 500 mètres carrés pour les structures artisanales commerciales. Par exemple, si on se met dans le cas d'un hôtel. Eh bien, Là, on a alors, des attendez. gens qui accompagnent du coup des entreprises, typiquement dans le cadre du Fonds de tourisme durable. J'imagine Écoutez, que voilà, honnêtement, je ne suis pas ultra pointu sur ce sujet-là précisément, de savoir comment ça se calcule au niveau des métrages, etc. Mais il faudra peut-être relire voilà, précisément le décret. Ce qui est indiqué là, en tout cas, c'est que ça concerne effectivement, enfin, je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas vous dire précisément. Je peux pas vous il me répondre sur semble ce que sujet. c'est effectivement 1000 mètres carrés, mais on Il y revérifie. a, il y a souvent 500 et 1000 en fait en fonction, mais pour le décret tertiaire, je ne sais pas précisément parce que comme il y a pas mal de lois qui indiquent ces deux paliers-là, c'est souvent 500 pour tout ce qui est et 1000 pour ce qui est bureau et parking, mais je ne peux pas vous dire précisément, là, je ne l'ai pas en tête pour le décret tertiaire. J'aurais dû l'indiquer dans la diapo, là, mais je ne l'ai pas en tête. Désolé. Ouais. Dans le compte rendu, en tout cas, on vous Ouais. mettra la réponse, ça c'est certain. Et puis, Michael qui nous redemande, alors, quid du photovoltaïque et prescription de protection du patrimoine. Donc ça, c'était une question qui était posée à la fin. Donc j'imagine que c'est par rapport, pardon, à la présentation sur toujours loi climat résilience à propos des entreprises et notamment sur la slide énergie et bâtiments. Pardon, oui. Tu avais parlé des toits végétalisés, du photovoltaïque à partir du 1er juillet 2023, en disant que du coup, il devait y avoir obligation d'installer du photovoltaïque et toits végétalisés lors de la construction, extension ou rénovation lourde. Donc la question, voilà, est-ce que du coup, Les mises en application concrètes, alors, en fait, ce qui est prévu, ce sont des aménagements ou possibles, en fait, aux règles d'urbanisme en lien avec cela. Donc, je pense qu'il faudra voir effectivement au cas par cas par rapport s'il y a vraiment des monuments historiques à proximité immédiate, etc. Ça se fera toujours en concertation avec les bâtiments de France et les structures qui sont là pour vérifier tout ça. Mais on est sur des assouplissements, en fait, effectivement, de la réglementation. Ce sont des réglementations qui vont se croiser, hein, de toute façon, qui vont se superposer. Donc, les études, elles vont se faire, en fait, au cas par cas, en fait, par rapport à des fois des doubles contraintes et des contraintes un peu même paradoxales, effectivement. oui. Ok, donc voilà, atelier performance, juste pour répondre à la question, ce sont des ateliers qu'on propose sur un format court qui sont voilà, destinés aux entreprises en fait, où on a un expert, un professionnel qui vient témoigner ou un apporteur de solutions. J'ai mis dans le chat en fait le lien. Donc ça, c'est très suivi en fait des entreprises puisque à chaque fois qu'on fait un atelier, on a entre 300 et 400 entreprises qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à les voir. Mais vraiment, la cible là, c'est plutôt entreprise. Voilà. Question aussi sur du coup l'étiquette environnementale. Là, je vous propose, parce que c'est un vaste dossier, de peut-être prendre contact avec moi. En tout cas, effectivement, dans le cadre de notre convention, on a deux niveaux.
l'obtention d'une étiquette de façon assez simple, hein, sur la base de 4 indicateurs. Et puis un accompagnement de 2 ans qui vise à donc réduire toutes les consommations de l'hôtel avec voilà, cette fameuse prise en charge de 70% du coût qui est un peu moins de 3 000 euros sur 2 ans. Donc avec ces 70%, ça baisse vraiment le coût pour l'entreprise. Et donc voilà, en tout cas, on signe une convention tripartite. Donc si vous avez des questions là-dessus, je peux vous répondre, mais je propose qu'on le fasse hors atelier. Je crois qu'il n'y a plus de questions, donc on va conclure puisqu'il est déjà Juste, presque... j'ai vérifié, Sophie, donc c'est bien 1000 mètres carrés pour le décret tertiaire. Ok, super. Voilà. Ben, on vous remercie infiniment. On vous rappelle que du coup, le prochain atelier aura lieu le 11 mai sur les mobilités durables, donc en présence de Anaïs Saint-Aubin et de Michael Leralic de l'INEA Conseil. Voilà. On vous remercie infiniment. On vous envoie le compte-rendu, le replay et tout ce qu'il faut. Et merci encore, Mathieu. Au Avec revoir. plaisir, merci à toutes et tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.